Salut les jeunes, c'est Tisma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Tisma Show. On va débrief ensemble, comme toutes les semaines, de l'actualité, mais plus particulièrement ici, on fait de l'actualité assez précise et on va parler notamment de l'actu sur le crypto Twitter US et le crypto Twitter français. Et notamment dans la sphère francophone, on a eu pas mal de drama cette semaine parce que un de mes potos sur Twitter, Darkemy, a mis le doigt sur des gros bagages très shady de Julien Bouteloup, qui est un acteur de la DeFi français. Et en fait, tout simplement, des dingueries sont sorties, voilà, on va le dire. Moi, je suis le premier abasourdi par toutes ces news parce que bah, vraiment, moi, je trouvais que Julien, c'était un... Bah franchement c'était un mec chaud, voilà, tout simplement. Quand tu te prends de l'extérieur, tu te dis putain le mec c'est un bonhomme quoi, il a fait tellement de trucs, il a cité tellement de startups. Enfin moi perso je suis StakeDAO pour mes curves, pour récupérer le voting power, etc. Donc c'est une plateforme qui est ultra bien faite, etc. Bah je l'admirais de fou et là avec tout ce que Amy a mis en lumière sur ses actions ultra bancales, et vraiment ce qui a mis de fou, bah voilà, j'ai le seum vraiment, voilà, voilà, Julien, je suis désolé, mais là, frérot, c'est vraiment abusé, c'est grave. Mais là, c'est grave ce qui se passe, on va voir tout ça ensemble. On parlera ensuite de la fenêtre d'approval des ETF qui se rapproche à grands pas, donc on est sur du 8-10 janvier, vous allez voir pourquoi dans le tweet. Ensuite, on parlera du premier three-party arrangement entre une banque et Binance. On verra ensuite la valeur et surtout la montée des valeurs des shares d'Anthropic qui a été stratosphérique ces derniers mois, notamment grâce aux grosses levées de fonds d'OpenAI. Et vu qu'Anthropic est leur concurrent direct, la valeur des markets, la valeur des shares en secondary market a vraiment apprécié. Donc ça, c'est big up à tous les créditeurs FTX, ça c'est cool pour nous. Et ensuite, on verra l'exploiteur de KyberSwap qui est complètement taré. Voilà, le mec, vous allez voir, il a envoyé un message à la team KyberSwap en mode je rends les thunes, mais que si je deviens CEO de la boîte et c'est moi qui gère tout. Voilà, donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet et dans le drama avec le post initial, enfin le thread initial de Darkemy, voilà, qui a mis en lumière tous les mensonges en fait d'interviews, etc., de tweets qu'il a regroupés dans ce thread de Julien Bouteloup. Moi, faut savoir que Julien, je le connais pas personnellement, par contre j'ai deux amis qui le connaissent et dont un en fait bah, qui a grâce à Julien réussi à monter son projet, à seeder son projet. Sans cette seed, il n'aurait jamais eu lieu. Et aujourd'hui, c'est un acteur assez important de la DeFi internationale. Donc je pense que même si Julien est un gros mytho, comme on va le voir, il a quand même probablement dû faire quelques points positifs dans l'écosystème. Et il y aura un autre thread que je vais mettre en description où là, en fait, Amy expose vraiment tout ce qui se passait en interne entre ces boîtes, comment il mettait la pression sur ses employés et comment en gros, tout simplement, il allait dire bah, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, toi je te vire, etc. Donc, une personnalité vraiment hardcore et toxique. Ça, je vous mettrai en description sur le petit smash show, va durer des heures, mais donc là, on va parler vraiment du tweet initial qui a lancé en fait tous les autres tweets et en fait, toute l'exposition. Il faut savoir, c'est que Julien, donc, il a donné plein d'interviews au fur et à mesure des années, évidemment, dont une par exemple où il dit qu'il a créé le premier projet sur Ethereum en 2018 avec Flying Carpet, alors que Ethereum a été launch en 2015, ce qui est évidemment complètement faux. J'ai conçu le premier projet d'Ethereum. Voilà, ensuite deuxième devinette, qui est un des premiers clients de MTGOX en France. Tombé dans les débuts en 2011, au début. Bitcoin c'est bien avant, hein, mais après je suis tombé dans le monde Gox. Je pense que j'étais un des premiers clients de monde Gox. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ok. Donc là, il se vend comme un des premiers clients de MoonGox en 2011 et tout. Et Amy, du coup, a fait une vidéo pour répondre à ça. Eh ben, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est marrant parce que quand je regarde la base de données de fin 2011, je te trouve pas dedans, frérot. Alors que la vingtaine de personnes à qui j'ai recommandé Bitcoin, ah, ils sont dedans, ils sont tous dans la base de données, hein. Toi, tu sais pas. Bizarre, hein? Peut-être j'ai pas le bon compte. Oh! Mais pourtant, qu'est-ce que je trouve en 2014? Dans la base de données de la faillite de MTGOX, t'es dedans, mon frérot. Et oui, et on voit que t'as créé ton compte fin 2013, début 2014, à peu près en même temps que t'as créé ton compte Meetup Julien Bouteloup sur le groupe qui s'appelle CoinScrum, qui a organisé les premiers Bitcoin Meetup à Londres. Tout match, t'as acheté 4,85 Bitcoin début 2014 avec 4 ou 5 trades, je me rappelle plus si c'est 4 ou 5, mais voilà, dans la base de données des trades avec ton Yoda ID, on retrouve tes petits trades. Donc en gros, t'es en train de nous faire croire que t'es un des premiers clients de MTGOX, que tu minais avec des mineurs Bitcoin. Déjà, parler de mineurs de Bitcoin en 2010, ça c'est vraiment un truc dans ton loop. Jamais personne n'a parlé de mineurs, c'était des PC normaux que les gens utilisaient. Il n'y avait pas de machine dédiée où les cartes graphiques elles étaient multipliées. Les gens qui minaient avec des cartes graphiques parce que le minage GPU a commencé en 2010,
Bah, il disait juste qu'il mine avec des ordinateurs. Personne n'a jamais parlé de mineurs, ça n'existait pas les mineurs. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que notre ami qui soi-disant est un des premiers clients MTGOX, il a créé son compte 2 mois avant la faillite de MTGOX. Il a acheté 4 bitcoins dessus. Je vous Et ça d'ailleurs, c'est pas de chance à MDR. ressors pas les tweets et les insinuations où il fait croire qu'il est riche depuis longtemps avec ses cryptos. Hmm. C'est pas bien de mytho, hein, Julien Bouteloup. C'est pas bien, c'est pas bien. Bouteloup du coup qui annonce en interview que bah il est dedans depuis 2011 alors qu'en fait bah le mec tout simplement a créé son compte fin 2013 début 2014 donc voilà gros mytho encore une fois pour se donner une image tout simplement de mecs early de mecs importants en crypto de mecs riches en crypto etc pour avoir bah, tout simplement plus d'aplomb auprès des autres acteurs. Ensuite petite photo entre crypto scammers donc là vous voyez c'est Mark Karpeles ici donc CEO de MTGOG justement et d'ailleurs Karpeles comme il le dit dans son tweet il avait dissimulé 200 000 bitcoins au liquidateur judiciaire en prétextant que c'était à l'époque ça représentait beaucoup moins d'argent. En gros il me semble qu'il avait dit qu'il les avait oubliés sur un wallet et que finalement bah, du coup il s'est fait cramer que c'était lui qui avait les clés et tout du coup bah, il a dû les donner. Ensuite Julien raconte qu'il a créé du coup le premier flash loan. Donc les flash loans sont des contrats qui vous permettent on-chain du coup d'emprunter de l'argent de faire une transaction et ensuite de rembourser ce prêt en un bloc en fait. Donc ça vous permet, si vous voyez par exemple pour tout ce qui est Mevbot, etc., de faire une extraction de valeur qui est beaucoup plus importante et de leverage en fait des fonds instantanément en un bloc. Donc par exemple, si vous voyez que vous pouvez sandwicher une transaction avec, je sais pas, 10 millions de dollars et que vous n'avez pas 10 millions, bah, du coup, mais que vous savez que c'est profitable à 100%, vu que vous l'avez calculé avec votre algo, mais en fait vous allez donc du coup faire appel à un flash loan dans le même bloc et donc du coup vous allez emprunter les 10 millions, effectuer le sandwich et rendre les 10 millions direct et donc vous allez être beaucoup plus profitable. Et en fait donc Julien dit qu'il a codé le premier flash loan, qui code 6 heures par jour etc. Mais en fait, quand tu vas sur son GitHub, il fait que des corrections orthographiques dans des readme, etc. Donc les readme, c'est des pages en fait qui vous permettent, où en général tu décris le projet, etc. Mais en fait, du coup, on voit que Julien ne code pas du tout. Voilà, tout simplement, son GitHub est dead. Ok. Ensuite, il a raconté qu'il avait énormément participé à la base code, à la code base pardon, de Curve, donc qui est le numéro 1 protocole de finance décentralisé. Sauf qu'en fait, ça a été démenti par la vraie team de Curve et du coup il s'est calmé, il se présente en advisor, mais à l'époque il racontait que du coup il était numéro de la team et que bah, en fait c'était lui qui avait grave publié du code pour Curve. Et en fait bah, quand on regarde la répartition des commits de code, on se rend compte en fait que bah, il n'a jamais publié une seule fois, il n'a jamais push de code dans le repo de Curve, donc gros bullshit. Dernier On dossier. va faire un petit dernier pour la route. Témoignage direct de 2 personnes différentes. Le jour même quand je me suis embrouillé avec Julien Bouteloup, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bah qu'ils avaient fait une fois un truc que Julien Bouteloup avait pas apprécié. Qu'est-ce qu'il a fait Julien Bouteloup? Figurez-vous, il a appelé les CEO des boîtes et il leur a dit comme ça: tu me vires ce mec, tu me vires ce mec là. Je sais pas si vous vous rendez compte, Julien Bouteloup fait ça. Si vous êtes un dev ou un mec ou dans l'écosystème et qui vous aime pas, il appelle votre CEO et il vous demande à vous virer. Comme il a cédé toutes les boîtes, c'est pratique, hein. T'as essayé d'appeler le CEO d'Emi, hein, connard? Essaye. Voilà. Bon, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, encore un truc. Le soir même, j'arrive à un meet-up. Les gens, ils ont vu que j'avais fait le truc de Julien Bouteloup. Il y a un petit jeune, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ouais qu'il avait pitché son projet, qu'il avait commencé à coder et tout, qui tournait à Julien Bouteloup. Bouteloup a fait ah c'est cool et tout, pour s'idée quoi. Julien Bouteloup a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a fait la semaine suivante? Il a développé le même projet en interne. Avec sa boîte, avec StakeDAO, Stake Capital, je sais pas trop. Et il a fait ça pour une autre boîte. Il y a une autre boîte qui m'a dit qu'il a fait la même chose. Il fait ça en série, voilà. Alors là, évidemment, les gens, ils ont peur. Hein. Malheureusement, je les comprends. Hein. Tu vois, t'as ton petit poste, tu vas pas aller te mettre à dos un des mecs les plus importants de l'écosystème. Je peux comprendre. Il faut être un peu au-dessus de tout ça pour ouvrir ses couilles. Mais c'est la vérité. Ça, c'est des témoignages directs. Ouais, enfin bref, du coup, voilà, comme vous voyez, ça c'est par contre, ça c'est très grave, bon, sans compter tous les mensonges d'avant. Le fait de se faire voler son projet alors que tu viens de le pitch, enfin ça c'est pour moi, c'est un des pires trucs que tu puisses faire. Enfin frère, imagine tu taffes pendant des mois sur un projet et là bah, tu te dis ok, le mec se dit ok c'est un banger, je le dev moi, après bon, c'est un peu le pire truc qu'on puisse te faire.
Voilà, donc ça, heureusement, big up, mon pote là, qui s'était vraiment fait cider pour le coup pour Julien. C'est pas fait carotte son projet, c'était une bonne chose, heureusement pour lui. Ensuite, il a lancé une collection d'NFT, donc de Rect, une de ses autres boîtes. Il l'a présenté sur une péniche à Paris. Et en gros, en promettant que si les gens achetaient les NFT, bah ça allait les rendre riches déjà, bon, ok. Et en fait, tout ce qu'ils ont eu pour le moment, les gens qui ont acheté le NFT, donc un NFT qui a coûté 20K, le marché fluctue, etc. Tout le monde, voilà, si tu buys le top et tout, bon, whatever. Je sais pas combien il coûtait de base pour les s'enseigner. Mais donc du coup, avec son NFT à 20K, il a le droit à un discount de 10% sur un pull de Rect à l'ETHCC. Et encore, il a dû négocier avec Bootloop pour avoir le discount. Voilà, encore un truc ultra abusé. Tous les trucs de ICO non régulés, non enregistrés. Mais nous, on est contre ces systèmes. Tant mieux. On a combattu des gens, tous les ICO. Et encore aujourd'hui, dans les systèmes de NFT, combien de projets sont frauduleux? Combien de projets distribuent des choses qui disparaissent du jour au lendemain? On appelle ça entre guillemets les rug pulls. Nous, en fait, on est contre cet écosystème. Sauf qu'en fait, bon, bah, comme dit Amy, il a lancé 3 ICO de 3 projets différents, qui s'appelle une IDO Initial Dex Offering. Et en gros, bah, il a abondamment fait la promotion de ses projets. Et en gros, donc une IDO, la définition, c'est que au lieu d'échanger un montant de dollars fixe contre une quantité de tokens, tu le proposes à la vente immédiatement dans une pool de liquidité. Et en gros, bah, le prix varie immédiatement en fonction de l'offre et la demande. Donc, il va seed une pool avec les tokens initiaux, pardon, et bah, la valeur en face, donc de l'Ether ou quoi. Et en gros, toi, tu vas acheter directement dans la pool les tokens. Donc, d'ailleurs, ça, je savais pas que ça se faisait. Donc, voilà, sympa. Mais donc, ça reste le même principe que l'ICO, hein, tout simplement. Les 3 projets, du coup, en question sont les suivants. Donc, le Julien, MDR, je savais pas qu'il avait fait ça, qui promettait du stacking et en fait de son temps. StakeDAO, donc ça qui est connu, le Yarn Finance à la française, donc c'est là où bah, en gros j'ai toutes mes activités curve, etc. perso, et Blackpool Finance, donc un fonds de NFT. Donc aucun projet n'est régulé avec un white paper, alors je sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Pour ce qui est des tokenomics, alors pour Julien, 100% pour lui a priori, donc en gros il récupère tous les tokens pour lui. Pour StakeDAO, il y avait 1,5% distribué en airdrop, et en gros 98,5% on sait pas où ils sont allés. Donc la transparence dont Julien parlait dans la vidéo tout à l'heure. Blackpool, petit progrès. Donc 99% des tokens pour la team et 1% pour le retail à prix d'or sur la pool. Et après, il omet le liquidity mining parce que c'était la carotte ultime, j'avais bien compris. Ça, j'avoue, liquidity mining, on va pas en parler tout de suite. Ensuite, Blue a fait abondamment la promotion de différents projets, conférences line, ITV, Twitter, etc. La force des escrocs, en fait, c'est de plus c'est gros, plus ça passe. Et en gros, on l'a bien vu avec SBF. Et c'est pas parce que le mec fait en soi, sa boîte fait des projets qui sont en soi legit. Enfin, genre pour moi, StakeDAO c'est legit. Bah en fait, après, oui, c'est des serial scammers et la manière dont ils exécutent les choses est scammy en fait. Pour le coup, pour moi, StakeDAO c'est un produit que j'utilise qui marche très très bien. Mais oui, c'est clair que la manière dont c'est fait, c'est pareil. SBF en soi, il avait fait un bet de produit, sauf que juste que derrière, bah c'est un gros arnaqueur. Voilà, c'est le même d'elle. Je me suis fait berner par Bootloo, je me suis fait berner par SBF. Et voilà, parce que plus c'est gros, plus ça passe et tu te dis, ok, bénef. Après, est-ce que je vais continuer à utiliser StakeDAO? Probablement. En soi, la team derrière StakeDAO, bah, c'est des ingés, c'est des mecs, voilà, ils y peuvent rien, tu vois, comme FTX, ils y peuvent rien, ils en savaient rien de ce qui se passait, ou peut-être qu'ils savaient, mais voilà. En même temps, bah, tu sais, quand le mec il dit, vas-y, je te tège, je te mets une répute de merde et tout. Bah, c'était le même problème avec les gens chez FTX, même si FTX, il y avait un certain layer qui était vraiment pas du tout au courant des arnaques, pour le coup. Donc le Julien, en termes de valeur maintenant de ses projets, le Julien est passé de 100 millions de market cap à 1 million, voilà, donc méga dump. Déjà, c'est impressionnant qu'il était à 100 millions de market cap. StakeDAO est passé de 700 millions à 14 millions. Clairement, cette analyse ce sera un truc intéressant à faire sur Dune d'ailleurs, bah, en fait, de voir le dump, etc., des tokens. Ensuite, Blackpool Finance est passé de 1,5 milliard de dollars à 15 millions. Je sais même pas comment il était à 1,5 milliard de dollars en vrai. Voilà, ce qu'il dit, donc c'est que le cap, c'est pas la même chose qu'une liquidité, donc ça peut être 1,5 milliard, mais si t'as que 1% des tokens dispo à la vente, bah ça a rien à voir. Et en gros, bah du coup, première question qu'on devrait lui poser en interview, c'est qui avait les tokens et où est l'argent en fait. Parce que du coup, il a dû dump une grosse partie de ses tokens, vu qu'il avait tous les tokens mix pour lui ou pour la team. Du coup, il parle même pas des NFT qui devaient offrir des trucs VIP pour stake, etc. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est toujours pas le cas. Après, bon, si tu avais été invité à la Degen, si tu avais des NFT de Blackpool, tout ce qui est source, etc., je vous laisserai aller dans la description pour trouver tous les tweets. Et je vous posterai, comme je vous l'ai dit, le gros thread sur comment il a arnaqué les gens en DeFi. Donc là, qui est beaucoup plus poussé, mais je vous mettrai un tweet d'un mec qui a traduit tous les tweets parce que les sources d'Emi étaient principalement des anglophones.
donc du coup qui a traduit tous les tweets en français, donc ça vous pourrez aller voir, je vous mets ça en description. Maintenant parlons de deuxième tweet important, donc c'est la fenêtre en fait d'approbation de l'ETF Bitcoin. Et donc du coup il y a eu un commentaire de la SEC qui en fait demande que tous les comments sur les filings et à propos donc des ETF soient soumis avant le 5 janvier 2024. Et donc la deadline, je le rappelle, est le 10 janvier. Donc ça fait qu'en fait, tout simplement, la fenêtre est donc soit de lundi 8, mardi 9 ou alors mercredi 10. Parce que si en fait ce n'est pas approuvé dans ces 3 jours ouvrés, parce que c'est le seul jour où en fait tout simplement l'administration travaille, ça veut dire que l'ETF est rejeté. Mais alors si l'ETF est rejeté, via tout ce qu'on a vu avec le procès Grayscale, etc., en justice, ça tiendrait pas en fait de rejeter l'ETF, ou alors il devrait trouver une raison complètement abusée auquel personne n'a pensé actuellement. Donc c'est pour ça que les experts estiment à plus de 90% l'approval de l'ETF. Donc là, ça fait qu'il reste, je sais pas, 40, il reste 40 jours en fait avant l'approval de l'ETF. Donc c'est soon, et c'est pour ça que le BTC, il veut pas descendre, il est en train de grind à la hausse. Parce que là, le FOMO commence à se faire sentir. Et pour moi, tout simplement, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est littéralement tous les fonds de pension du monde, tous les gestionnaires, les managers, etc., qui vont littéralement pouvoir acheter du Bitcoin dans tous les plans d'épargne, etc., de tous les utilisateurs des US. Et les US sont un marché énormissime. Pour moi, c'est pour ça que c'est extrêmement bullish. Et après, en termes de price action, je pense que d'ici fin 2024, on sera bien plus haut qu'on est aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc vraiment, retenez ces dates. Lundi 8 janvier, mardi 8 janvier, mercredi 10 janvier, ça risque de partir vraiment en couille sur le marché. Genre là, on va s'attendre à de la volatilité extrême, je pense. Et tous les bots seront à l'affût comme never. Et je pense que du coup, quand ça va être approuvé, on va avoir une giga God Candle parce que ces 10% en fait de stress, on va dire, de non-approval sont quand même assez importants parce que si c'est pas approuvé là, il y a quand même une grosse time frame avant que ce soit approuvé. Et donc, si ils approuvent pas, il y aura probablement une raison assez importante qui devrait tenir en justice. Parce que sinon, la SEC, ils savent ils vont se faire détruire juste après en procès en justice. Donc, ce serait assez bearish court terme. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment une grosse God Candle sur l'approval. Voilà. Donc là, ça, c'est le tweet du mec qui a traduit donc, le thread des trucs Shady DeFi que Amy a fait. Donc, c'est un autre thread qui est arrivé 2 jours après celui que je vous ai présenté au-dessus. Donc, je vous le mets en description. Je vais pas vous le faire parce que sinon, le Tisma Show va durer 1 jour et demi. Là, maintenant, on va parler de l'accord de Binance avec une banque pour faire en gros un accord tripartite. Et en fait, ça permet tout simplement à des particuliers, je pense que pas des particuliers, c'est des institutions ou des fonds, peut-être dans des cas justement particuliers, où en fait, toi, en tant que fonds, etc., tu peux garder ton argent à la banque et via un système de collatéral off exchange, tu peux trader sur Binance. C'est-à-dire que tu as tes 100 millions sur ta banque, comme ça, tu as tes assurances et tout bancaires. Et en même temps, du coup, tu peux utiliser ce collatéral sur Binance pour trader et ne jamais mettre ses fonds sur Binance. Voilà, donc ça, c'est une des premières dans le secteur mondial, voilà, qui permet encore plus, du coup, simplement d'ouvrir les portes aux fonds institutionnels sur le long terme. Voilà. Ensuite, Circle, donc, qui est l'émetteur de l'USDC, a annoncé qu'ils avaient bloqué et terminé, suspendu tous les comptes qui étaient détenus par Justin Sun, donc le PDG CEO de Tron et de HTX, maintenant je crois c'est UOB. Qui a rebrand en HTX, et en gros toutes les compagnies donc affiliées à Justin Sun, parce que Justin Sun en fait pourrait être impliqué actuellement dans des financements d'activités etc illicites et des trucs un peu shady évidemment comme date. De toute façon Justin pour moi c'est le prochain qui va sauter parce qu'il a fait tellement de bails chelous, notamment lors de la chute d'FTX où il a dit à tout le monde que si vous aviez des TRX bloqués sur FTX, qu'il faisait un partenariat avec SBF, et en gros tous ceux qui avaient des TRX pouvaient retirer des TRX en fait. Donc en gros vous achetiez des TRX sur Exchange, Justin lui déposait des TRX et en fait ça vous permettait de withdraw vos TRX, et du coup le prix du TRX avait fait x10 sur FTX à l'époque, et ce trade en fait n'a jamais été honoré par Justin, et ça c'est un des trucs parmi les 1000 choses shady qu'il a faites. Il a toujours surfé sur les news, sur les hypes, etc. Il en a profité un max.
Et Justin, pour moi, c'est le prochain qui va tomber. Je ne vois pas à quel moment il est blanc. Pour moi, de base, il était bien plus noir que SBF, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, on va parler des valuations des shares d'Anthropic qui sont actuellement en OTC, donc en secondary market, évalués à 40 milliards de dollars. Donc une énorme win pour nous. D'accord, sachant que FTX, du coup les debtors, détiennent environ 12% je crois des parts d'Anthropic. Donc qui sont évalués à environ 6 milliards de dollars, un truc comme ça, 10-15% je sais plus, qui sont évalués environ à 6 milliards de dollars. Donc c'est énormissime. Bon, il faut savoir que on peut pas dump 6 milliards de dollars comme ça sur le market. Donc en réalité, en value liquide, elles doivent être à, je sais pas, 2 milliards, 5, 3 milliards max. Mais c'est énorme, les gars, c'est énorme, sachant que FTX avait investi 500 millions pour une fois qu'ils ont fait un bon trade. Mais donc du coup, ça, c'est une énorme nouvelle parce que bah, techniquement, ça va rentrer dans les poches des créditeurs. Voilà. Et donc aussi, si on arrive à bien vendre ses parts, etc., ça ferait que les créditeurs seront plus que 100% rentables. Et par conséquent, il est important en fait pour nous de défendre nos droits à une valuation de nos claims. Non pas à la petition date, donc à la parution de la banqueroute d'FTX, mais plutôt bah, du coup à aujourd'hui au prix actuel des cryptos. Voilà, donc comme ça, si vous avez du Bitcoin, etc., bah, vu que FTX aurait beaucoup plus d'argent dans les caisses grâce à Anthropic, etc., bah, ça nous permettrait en fait tout simplement de récupérer notre argent à une bien meilleure value, enfin ce qui serait légitime en fait tout simplement. Et donc c'est ce que le ad hoc comité, donc c'est les défendants en fait des créditeurs, est en train justement de pitcher aux juges, etc., dans les prochaines audiences en fait d'FTX pour en fait bah, récupérer le reste en recovery token, parce que sinon en fait c'est une si FTX est plus que rentable. Enfin plus que rentable, peut rembourser plus que la totalité des customers. En fait, cet argent en trop qui nous appartient en fait simplement va être distribué aux shareholders, etc. Donc à des gens bah, techniquement qui ne sont pas customers d'FTX. Et ce serait bien dommage. Comme vous voyez, bah, du coup, là, c'est les évaluations après le dernier round. Donc, c'est à date du 27 novembre. Et là, vous voyez que du coup, Anthropic est évalué à 40 milliards avec une augmentation de 61% par rapport au second round. Et OpenAI, 175%. Et il faut savoir que du coup, Anthropic, eux, ils ont leur modèle qui s'appelle Claude. Et c'est le principal concurrent d'OpenAI en termes de rapidité, de précision dans les réponses, etc. Même si nous, en Europe, on n'entend pas trop parler, c'est plus utilisé, Claude, il est plus utilisé par les boîtes, je crois, ça plus un peu pro. Bah, il y a eu moins d'émulation, en fait, voilà, autour du CEO, etc. Donc, c'est un peu moins pris, on va dire, là, c'est un peu moins pris en termes de public, mais c'est un modèle très utilisé par les pros. KyberSwap, donc du coup, je vous laisse le message, mais en gros, ce qu'il demande, donc ça, c'est le hacker donc, qui a hacké le réseau Kyber pour plusieurs millions de dollars il y a quelques temps. Du coup, ce qu'il demande, c'est qu'il veut un complete control over Kyber, donc la boîte, donc full authority ownership du mécanisme de gouvernance de Kyber DAO pour en gros bah, créer les changements législatifs, tous les documents qui sont liés à la compagnie, à la formation du protocole, à la structure, les opérations, les revenus, enfin tous les documents de la boîte, les investisseurs, les salariés, etc., les salaires. Et ensuite que Kyber donne tous ses assets, du coup, tous les assets de la compagnie en on-chain et off-chain, donc ce qui est en banque et off-chain, les shares, l'equity, les tokens, les sites, les serveurs, les mots de passe, tout donné à ce mec. Et une fois que ces vœux auront été exaucés, en gros, tous les exécutifs de la compagnie, donc tous ceux qui sont au board, etc., de l'administration, vont être achetés et donc à une fair valuation. Donc en gros, il va racheter leur equity, ils vont se faire virer. Et ensuite, quant aux employés, ils auront 12 mois. Donc pour rester dans la boîte et trouver un nouveau taf, ils auront tous les bénéfices toujours et les assistances possibles pour trouver une nouvelle carrière sans aucune question posée. Donc vraiment, bon en soi pour les employés ça c'est un banger. Ensuite pour tous les token holders et les investisseurs, sous ce nouveau traité, vos tokens ne seront plus, auront de nouveau de la valeur. Ça va être plus le 7e plus populaire échange centralisé, mais en gros un nouveau projet crypto complètement modifié, transformé. Et en gros tous ceux qui ont des thunes dans les lending pools auront un rebate pour tout ce que vous avez fait en fait dans les lending pools avec votre market making activity. Ces rebates sera de 50% de toutes les pertes que vous avez chopées. Donc, en gros, ça veut dire qu'il va rembourser 50% des pertes que les lenders ont eu dans les lending pools. Et ce qu'il dit, c'est que c'est probablement moins que ce que vous vouliez, mais c'est toujours mieux que ce dont vous méritez. Voilà. Et en gros, sa seule offer, sa dernière offre. Et en gros, il demande que cette offre
soit acceptée ou refusée le 10 décembre. Sinon, sinon le traité est mort. La réponse officielle de Kyber Network suite à l'incident, donc il y a 50 millions de dollars environ de fonds utilisateurs qui ont été volés à travers les pools de KyberSwap. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne vont pas se laisser faire et qu'il y a des services cybersécurité qui essayent de retrouver la trace du hacker et par la même occasion du coup récupérer les fonds et qu'ils vont utiliser tout simplement tous les outils disponibles via la justice pour ramener ce mec et récupérer les fonds. En attendant, KyberSwap, du coup, le KyberSwap Treasury, donc j'imagine c'est un fonds d'assurance, va donner du coup des sous, des fonds à tous les utilisateurs qui ont perdu de l'argent et qui n'ont pas été recover encore, à du coup un amount, donc un montant en dollars de ces fonds manquants au moment du hack. Donc pour le moment, ça me paraît, ils font le taf extrêmement bien. Donc on va voir ce que ça donne. On va suivre de loin cette histoire. Et ensuite, on va terminer par un thread de Flood, donc, qui est un très bon trader aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il vaut maintenant, mais à l'époque, c'était un très bon trader sur BitMEX qui fait un trade de prédiction 2024. Donc on va voir ce qu'il dit. Il dit que d'après lui, Bybit va devenir le premier exchange par volume et que le paysage des échanges centralisés va complètement changer dans les prochains temps. Le ETF BlackRock va être approuvé et va faire beaucoup plus de volume que prévu. Ça va faire donc un blow off top sur les cryptos, donc une grosse poussée et voilà, une grosse mèche, vous connaissez, grosse candle, explosion et après elle se fait ravaler. Et que du coup tous les fonds OTC etc, les markets OTC vont se faire tout simplement fumer par l'ETF BlackRock. Voilà, jusqu'à probablement fermer boutique pour certains. Les DEX vont gagner de la market share, donc vont un peu gratter les utilisateurs des exchanges centralisés. Et on va, d'après lui, probablement voir la première mise en justice d'un exchange décentralisé. Bon, en vrai, moi je dis que ça a déjà été un peu existé avec Uniswap qui ont dû fermer leur UI et tout au Canada. Enfin voilà. Donc pour moi, c'est déjà un petit peu été fait. En gros, Ethereum aussi qui va laguer, ETH BTC qui va toucher les 0.04, où là on est plus sur du 0.05, truc comme ça, et va établir du coup le bottom générationnel sur cette paire. Les volumes on-chain d'Ether vont continuer de descendre et se fragmenter à travers tous les nouveaux L2 qui existent. Et les coins d'écosystème de l'écosystème Ether vont perdre environ 70% contre le Bitcoin. Les influenceurs américains qui sont dans les shitcoins et qui ont des undisclosed, donc qui ne donnent pas les informations sur les tokenomics et leurs allocations vont se faire attraper par la justice. Ça m'étonnerait pas et ce serait une très bonne chose. Qu'en gros, il y a aussi une influencer insurance, donc une assurance d'influenceurs qui devient une grosse industrie. Ça m'étonnerait pas aussi parce que les influenceurs en soi, ils restent quand même de très bons influenceurs. Mais malheureusement, des fois, tu te fais choper dans des scams. Par exemple, tous les mecs qui promotaient FTX, enfin, je suis désolé, mais tu peux pas savoir que c'est un scam. Enfin, littéralement, le mec a berné même les plus gros régulateurs. Donc voilà, le problème, c'est qu'après, tu peux quand même être potentiellement traîné en justice. Donc des assurances d'assurance pour ça. Et pareil, des assurances peut-être, par exemple, en fonction du market. Si par exemple, il y a des influenceurs qui gagnent énormément de thunes en bull market, évidemment, et après en bear market, c'est la hesse. Donc peut-être lisser ça avec des assurances, j'en sais pas. Mais j'avoue que ça pourrait être un marché. Gensler qui se fait tège juste avant les élections 2024. Il y aura des révélations comme quoi il balançait des infos à propos des prochaines actions qu'il allait prendre d'un point de vue régulation à des hedge funds américains. Voilà, donc ça m'étonnerait même pas en vrai. Ce sera révélé également qu'il y avait des grosses firmes de trading américaines qui avaient des connaissances à propos de la future banqueroute d'FTX et qui ont eu la possibilité du coup de récupérer tous leurs fonds avant que l'exchange coule. Ok, un American Hedge Fund à Chicago recevra un trading ban, donc une interdiction de trader par soit la CFTC, soit la SEC pour leur action sur certains protocoles qui ont perdu beaucoup de fonds de retail. Les cryptos vont être rabaissés lors des élections 2024 aux US. Des publicités de pub qui montrent que les investisseurs crypto sont pareils que supporter le terrorisme, qui sera donc des campagnes de pub qui seront publiées à la télé par des démocrates en Californie. Trump gagne les élections 2024 et donc fait demi-tour sa position Bitcoin qui est plutôt anti-Bitcoin après du coup son élection. Et là donc un méga bull market s'ensuit et il termine par dire que FTX 2.0 sera un énorme fail et ne décollera probablement pas du sol. Pour terminer, on va résumer un trade de Asher. En gros, du coup, sur comment on devrait payer
du coup faire un point sur les récompenses du stacking, comment est-ce qu'elles devraient être taxées en France. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on n'avait pas de définition précise parce que ça pouvait être soit du revenu et du coup l'impôt sur le revenu il survient lors de sa perception, ou alors un impôt qui est basé sur les récompenses et donc qui survient au moment de la cession de l'actif. Le truc, c'est que du coup, évidemment, comme dit Asher, bah, les cryptos sont très volatiles et du coup, le quand tu vas payer détermine forcément le combien. Et donc, ça pourrait clairement créer une lacune dans le système fiscal et mener à des incohérences lors des déclarations. Ce qui est évidemment pas bienvenu parce que du coup, l'intervention du législateur, bah après, du coup, tu peux te faire requalifier et te faire avoir par la suite. Donc, c'est important que du coup, les bases soient posées, que ce soit carré en fait. Asher propose, donc j'imagine lui et sa team proposent donc 3 aménagements qui sont nécessaires. Premier point, c'est donc la valorisation périodique des récompenses et pas à chaque moment de leur matérialisation, c'est-à-dire que qu'elles soient en fait lissées overall sur un certain temps. Donc là, ils proposent de lisser en fait sur un trimestre par exemple et pas en fait au moment où tu les touches parce que sur pas mal de blockchains, tu vas les toucher à la minute ou à la seconde, ce qui fait que c'est extra complexe de valoriser chacune des récompenses à l'instant T. Donc du coup, l'idée serait de faire le calcul de la valorisation des récompenses perçues sur une base trimestrielle par rapport au cours moyen. Ensuite, le report des moins-values d'une année dans le futur. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Dans le cas où, parce qu'évidemment, bah, des fois, il y a des moments avec un bull run, tu vas toucher de fou. Sauf qu'en réalité, en fait, tes récompenses stacking, bah, elles peuvent très bien drop énormément. Et donc, à ce moment-là, avoir des moins-values latentes. Et donc, pour moi, c'est nécessaire clairement d'ajouter le système de moins-value qui existe déjà dans le système de la finance traditionnelle aux crypto-monnaies. Et ensuite, en troisième point, la différenciation entre les validateurs actifs, donc les bénéfices non commerciaux, versus les passifs. Pourquoi? Parce que du coup, quand tu fais du stacking, tu peux être soit validateur actif, soit validateur passif. Et en gros, ça fait le validateur passif, ça va être quand vous faites du protocole de liquid stacking, où en gros, vous donnez vos tokens, ils parlent d'un protocole, et là, il y a des vrais validateurs qui ont des infrastructures, etc., qui vont valider pour nous. Et donc, ce qu'il dit, ce qui sera important, c'est que les gens qui font du passif ne devraient pas avoir leur revenu imposé au BNC au moment de la perception, mais du coup, plutôt au moment de la cession, donc avec une flat tax parce qu'en fait, ils n'exercent pas d'activité. Donc, c'est les 3 amendements qui sont nécessaires d'après Asher. Je pense que pour les 3, je suis d'accord avec lui. Et que du coup, cette loi a pour but d'être votée donc, dans le projet des finances de 2024. Donc, c'est pour ça que les amendements sont nécessaires et devraient être déposés rapidement. Parce que sinon, le texte va passer sans. N'hésitez pas à aller liker et retweeter le post. Voilà, c'est un peu tout pour moi pour ce petit Smash Show. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et sur mes réseaux et rejoindre également ma communauté Discord pour débrief de tout ça ensemble. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine Smash Show ou une prochaine vidéo. Ciao!